Donc, comme je disais, je suis vraiment contente de vous voir avec nous aujourd'hui. Et avant de commencer, je vais faire une reconnaissance territoriale. Donc, nous reconnaissons que la KEPS est située en territoire autochtone non cédé et que la nation Kanien'kehá:ka, qui est la nation Mohawk, est la gardienne des terres et des eaux formant aujourd'hui Montréal. Le nom d'origine de ce territoire est Tiohtià:ke. J'ai toujours de la misère avec ce mot-là, je ne sais pas pourquoi. Celui-ci est historiquement connu comme un lieu de rassemblement pour de nombreuses Premières Nations. Donc, voilà. Je voulais, avant de commencer, remercier Needs, qui aujourd'hui, on a Carly et Alan qui est avec nous, pour aussi Elisabeth, mais qui nous ont aidés à préparer ce panel-là. Donc, merci beaucoup, Needs. D'ailleurs, Carly, je ne sais pas si tu veux parler du Accessibility Resilience Program que vous allez lancer en septembre. Needs vont lancer une bourse, au fond, en décembre, excuse-moi. Et puis, je demanderai à Carly de peut-être dire quelques petits mots par rapport à ce programme-là. Si elle veut bien, sinon, c'est pas grave. Of course. First, thank you for bearing with my English. Putting that aside, so Needs is very, very fortunate. We had our accessibility resilience program in the past. And what that did, it met the unmet financial needs of students as they transition to online learning. So that covered everything from like ergonomic desks to assistive technology like captioning, or even like adaptive technology in your browsers. And so they would send us like their receipts, we would reimburse them, and we gave about, I believe, in total, including our student awards program, 104 disabled students across Canada, a good amount of money to meet those unmet financial needs. And we were fortunate to get our funding extended. So we are relaunching that program in December, more details to follow, but definitely follow us on social media for any updates there. Thank you. Merci, Carly. Donc, j'ai oublié de dire, mais si vous avez besoin de traduction vers l'anglais, vous pouvez également sélectionner l'interprétation puis sélectionner le canal français. Là. Donc, c'est ça. Donc, sans plus tarder, je vais courtement présenter nos panélistes qui sont Rosie, Sergeline et Julie. Donc, je pense que je vais vous lancer tout de suite dans le vif du sujet. Est-ce que vous pourriez vous présenter d'où vous venez, votre parcours scolaire un peu brièvement, là, donc si vous avez étudié au cégep, à l'université, et puis, etc. Donc, si vous voulez prendre la parole. Je peux y aller. Je m'appelle Rosie, j'ai un bac en psychologie et relations humaines que j'ai eu il y a longtemps. Puis ça, j'ai travaillé dans le domaine de différents domaines reliés aux personnes en situation de handicap. J'étais impliquée à NEEDS, à CAPS, Collège Dawson, etc. Et avec la pandémie, j'ai décidé de retourner aux études. Alors, c'est ma dernière année d'un deuxième bac en travail social. Alors, c'est ça un peu mon parcours. Aujourd'hui, je représente aussi le réseau Adaptec. Je viens de réaliser que possiblement, je parle trop vite pour Gilda ou d'autres interprètes. Alors, je m'excuse. Mais c'est un peu moi dans quelques minutes. Sergeline. Bonjour à tous. Mon nom est Sergeline Isidore. Je suis présentement étudiante à la maîtrise en éducation à l'UQAM, profil formation spécialisée, et je fais une concentration en handicap et sourditude, droit et citoyenneté. Mon parcours en général, moi je suis née au Québec, j'ai principalement évolué dans des milieux réguliers, donc au primaire et au secondaire, au régulier. Ensuite, j'ai fréquenté le cégep Vanier et le cégep du Vieux-Montréal, où j'ai terminé ma technique en éducation spécialisée en 2007. J'ai exercé comme éducatrice spécialisée de 2007 à 2018 à Montréal pour la CSDM, la CSPI, et en Ontario pour un conseil scolaire qui s'appelle Viamonde. Et personnellement, j'ai une déficience visuelle et une déficience auditive.
qui m'ont suivi tout au long de mes études, qui ont teinté de beaucoup mon expérience en tant qu'étudiant. J'ai fait aussi à l'UQAM un certificat en intervention psychosociale, un bac en sociologie et moi aussi, je suis de retour aux études pour la maîtrise. Donc, c'est vraiment mon parcours scolaire, non seulement en tant que professionnelle et en tant qu'étudiante qui m'ont amené à vouloir militer pour la cause des étudiants en situation de handicap au post-secondaire. Merci, Bonjour. Sergeline. Julie, excuse-moi, Oui. vas-y. Bonjour tout le monde. Moi aussi, je suis née au Québec. En fait, j'ai été au Cégep Saint-Laurent. Avant, je pourrais dire que j'ai fait mon école dans une école régulière, donc j'ai pas été dans le système spécialisé, là. Je suis une personne en situation de handicap. J'ai la déficience visuelle dans les 2 yeux. Puis, en fait, ça m'a suivi aussi comme Sergeline tout au long de mes études. Puis au Cégep, j'ai fait plusieurs cours, mais j'ai réalisé que le service pour personnes en situation de handicap était essentiel à mon parcours. Même si au début, je ne m'identifiais pas du tout comme ça, c'est ce que j'ai réalisé. Après, j'ai fait le Cégep en sciences humaines. Après, j'ai fait l'université. Je me suis cherchée un petit peu. J'ai fait le certificat en immigration et relations interethniques pour ensuite aller en sociologie, faire une majeure en sociologie. Puis, j'ai fait quelques cours en travail social à l'Université de Montréal. Je me suis beaucoup impliquée comme dans l'association étudiante, comme aux affaires académiques. J'étais déléguée. Donc, j'ai aidé beaucoup les étudiants, aussi les personnes en situation de handicap, à les accompagner avec les professeurs quand il y avait des problématiques, quand il y avait des questionnements aussi. Donc, moi, ça m'a beaucoup aidé aussi dans mon cheminement à accepter mon handicap. Puis, j'ai aussi cofondé le comité féministe de sociologie de premier cycle. Donc, ça aussi, j'ai fait beaucoup d'événements, j'ai beaucoup appris sur moi, puis c'est ça. J'ai terminé mon bac, en fait, en sociologie. Puis là, je me dirige vers la maîtrise, mais cette session, j'ai pris une session off pour mieux réfléchir à ma thèse de maîtrise. J'ai fait mon travail final de bac sur les femmes en situation de handicap, puis pour voir comme les obstacles à leur inclusion scolaire, surtout dans le milieu universitaire, puis sur le milieu du travail. Donc, c'est ça, je pourrais vous en parler un peu plus tard. Voilà. Excellent. Je suis vraiment content de vous avoir les 3 avec moi. Puis, pour ceux qui n'ont pas compris, au fond, nos 3 panélistes ont des déficiences visuelles. Rosie, je ne sais pas si tu ne l'avais pas mentionné, là. Donc, je pense que ça va être super pertinent de voir un peu l'aspect de votre transition scolaire, puis tu sais, comment est-ce que vous avez cheminé, puis les obstacles, les enjeux, puis tout ça. Avant de continuer, j'ai oublié de le faire. Là, habituellement, c'est un petit rituel que je fais. Je demande aux participants qui sont là de juste vous présenter, d'écrire dans le chat qui vous êtes. Si vous êtes d'une association, si vous représentez une association, si vous êtes un étudiant, étudiante, professeur, conseiller. Comme ça, on peut savoir un peu c'est qui notre audience. Puis, pendant ce temps-là, je vais continuer avec la prochaine question. Là, au fond, vous m'avez parlé un peu de vos parcours, vos études. Puis, ça a été quoi le plus gros obstacle qui a été le plus difficile à surmonter? Au fond, quel a été l'obstacle qui a été le plus difficile à surmonter au travers de vos études? Fait qu'on pourrait faire l'ordre inverse. Fait que Julie, si tu voudrais commencer. Oui, bien sûr. Moi, en fait, j'ai toujours été assez autonome là, d'aller voir mes professeurs et tout. Mais ce que j'ai remarqué, par contre, c'est un peu l'organisation entre le professeur, qu'est-ce que le prof il donne, puis qu'est-ce que moi j'ai besoin comme personne avec un handicap visuel. Je demande souvent les PowerPoint d'avance pour vraiment m'organiser, les agrandir, puis les rendre plus accessibles sur l'ordinateur aussi. Puis sinon, les textes aussi, ils nous donnent des plans de cours d'avance, ça, il n'y a pas de problème. Par contre, après, ils vont changer les textes sur Moodle.
puis ça va faire un décalage avec ce qui a été écrit sur le plan de cours, puis nous, on a déjà adapté ce qu'il fallait pour l'étude. Donc, moi, ça me met beaucoup en retard sur les autres étudiants quand ils changent leur plan de match à la dernière minute. Je dirais que ça a été le plus gros problème à l'université particulièrement parce qu'au cégep, je trouvais qu'il faisait un petit peu moins, là. Puis à l'université, il y a une plus grosse charge de travail. Donc, puis aussi, à l'université, tu es un petit peu plus laissé à toi-même. Donc, le service pour personnes en situation de handicap ne peut pas vraiment aller voir les professeurs à ta place. Donc, ça a été vraiment un gros obstacle pour moi. Voilà. Excellent. J'imagine que ça occasionne aussi un peu de stress quand tu sais que oui. tu prends du recul. Là. Beaucoup de stress, oui. Puis, je comptais aussi sur mes amis pour m'aider dans ce temps-là, me dire un peu les textes, parce que même des fois, eux, ils étaient plus rapides à me le dire que les professeurs eux-mêmes. Donc, c'est ça qui est un petit peu drôle. Mais je comprends aussi que des fois, les professeurs, ils peuvent changer d'idée. C'est juste qu'ils nous avertissent pas rapidement de ce changement-là. Okay. Voilà. Yeah, excellent, merci. Sergeline? Moi, je veux dire que les plus gros obstacles étaient beaucoup sur le plan technique, technologique, dans le sens où, ayant une déficience visuelle, c'est vraiment tout ce qui est lecture. Donc, il n'y avait pas vraiment d'adaptation au niveau des textes. Souvent, dans ce qui était affiché, que ce soit un PowerPoint ou j'ai étudié à l'époque des acétates, là, toutes ces affaires-là, c'était très compliqué étant en classe et même lorsque j'avertissais le professeur, souvent, il fallait qu'il relise, il oubliait, il fallait rappeler, puis à un moment donné, ça ne tente pas tout le temps de rappeler au prof qui était dans la classe quand tu es dans la classe. Donc, c'est quelque chose qui était très difficile. Mais au niveau aussi de l'accessibilité, les machines, les photocopieuses sont pas accessibles. C'est de trouver quelqu'un pour aider à ce niveau-là. Les ordinateurs équipés de ZoomText, il y en a souvent un seul dans tout un établissement scolaire. Donc, c'est soit qu'on fait la ligne, soit qu'à l'UQAM, on en a un seul à la bibliothèque, puis on peut l'utiliser 4 heures de temps. S'il y a quelqu'un après, 4 heures de temps après, il faut que tu laisses l'ordi, qui sont pour moi des fonctionnements que notre étudiant qui n'est pas en situation de handicap n'a pas à faire face. Donc, c'était beaucoup ça, le niveau technologique, puis l'adaptation au niveau des textes, au niveau de ce qui est affiché sur les tableaux blancs ou bien votre projecteur. Tu parlais de technologie, là, on va en revenir plus tard, mais je pense que ça va être le gros morceau de la discussion, ça va être sur les technologies, puis ce qu'on a appris de la pandémie, qu'est-ce qu'il y avait avant, excuse-moi, qu'est-ce qui s'est créé pendant la pandémie. Il y a un mouvement qui s'est certainement créé pendant la pandémie. Puis aujourd'hui, qu'est-ce qu'on s'attend à, si ça va continuer ou si ça va retourner comme dans le passé. Mais Rosie, si tu veux terminer, pas terminer, mais continuer. Oui, en effet, moi, je dirais que c'était quand mon handicap visuel était relié à quelque chose d'autre. Alors, j'ai fait mon bac sans trop de... tout que les autres ont dit, je suis d'accord, mais en général, j'ai bien géré ça. Moi, j'ai eu des difficultés assez majeures quand j'ai commencé d'avoir des problèmes de concentration. Sans diagnostic, maintenant, je connais ce que c'est, mais c'est à ce point-là où l'interaction avec mon handicap visuel et le problème de santé que je n'avais pas de diagnostic pour, ensemble, ont fait que c'était vraiment un problème. Alors, j'ai trouvé ça difficile parce que tout le monde me disait « Ah, mais voici des stratégies reliées à ton handicap visuel. » Et moi, j'étais comme « Ça fait comme 10 ans que je fais ça, je les comprends. Oui, je peux apprendre, mais je comprends assez bien. » Alors, j'ai trouvé ça un peu difficile et c'était pas... c'était juste après que j'ai compris l'autre aspect que j'ai pu comme continuer, que tout allait bien. Alors, grosso modo, c'est un peu ça, moi, le défi que j'ai trouvé le plus difficile. Excellent. Merci à vous trois. D'ailleurs, là, je
je redis bonjour à tout le monde. Là. Je vois qu'on a des parents, on a des étudiants, une maman de 2 enfants autistes. Bonjour. On a des personnes TDAH, des participants qui ont un TDAH, d'autres qui sont autistes eux-mêmes. Autistes, excusez-moi. Donc, encore une fois, n'hésitez pas si vous voulez. On a des personnes qui sont de direction, accompagnateurs, candidates au doctorat. Donc, bonjour tout le monde. Donc, ce que je vois, là, grosso modo, au travers de vos réponses, c'est vraiment qu'il y a un problème, pas un problème, mais il y a vraiment une difficulté au niveau des ressources, comme je disais tantôt. On va en parler. Mais qui dit obstacle, dit aussi réussite. Parce que vous avez réussi, là, on voit que vous en allez faire votre maîtrise, doctorat, vous avez fait... donc, ça a été quoi votre plus belle réussite au travers de vos études? Moi, Sergeline. Vas-y, Julie. Ah, ben, je peux laisser la place à Sergeline, c'est parfait. Vas-y, vas-y. OK. Ben, moi, en fait, je trouve que ce que j'ai le plus réussi, c'est à m'affirmer dans ce que j'ai besoin. Parce que c'était vraiment pas facile pour moi, vu que je suis une personne quand même réservée, gênée. Donc, d'aller voir le prof puis de dire, moi, j'ai besoin de ça à telle date. Puis, tu sais, de négocier aussi de manière mature, pas d'imposer ma vision des choses, parce que tu as toi tes besoins, mais il y a aussi les besoins du professeur puis ses limites. Fait que c'est de trouver un entre-deux, des nuances. Ça, je suis fière de moi, puis c'est à travers mon implication étudiante que j'ai réussi à m'affirmer. Puis comme personne handicapée aussi, c'est la première, j'étais comme la première à m'impliquer comme dans le comité féministe. Puis après, ben, comme déléguée dans l'association étudiante, j'étais la seule avec un handicap visuel qui était là à ce moment-là. Donc pour moi, c'était comme une fierté un peu de montrer que j'étais autre chose aussi qu'une personne avec un handicap. Puis ça m'a montré aussi que j'avais des capacités, des habiletés sociales. Puis c'est ça, ça m'a donné confiance à aller encore plus loin puis à réussir dans mes objectifs au niveau scolaire, puis avec mes professeurs. Ah, c'est super, c'est ça. Vraiment beau message. Ah, ben merci. Ben c'est ça. Donc, moi, ce que je dirais vraiment, c'est des gens qui ont des fois, qui ont peur d'aller vers le prof, ben, c'est des fois d'être accompagné par quelqu'un de confiance parce que des fois, on sait pas si on a bien fait ça, mais l'autre personne peut nous soutenir là-dedans. Tu sais. Ben, d'ailleurs, justement, on a une question de Mylène qui nous dit comment peut-on être de meilleurs alliés en tant que collègues? Ben, je pense que c'est vraiment de poser la question à la personne, toi, qu'est-ce que tu as le plus besoin en ce moment? Parce que tu peux penser que j'ai besoin que tu me donnes ma loupe, mais finalement, j'ai juste besoin de mes lunettes. Tu sais. Fait que donne-moi plusieurs options, plusieurs solutions, puis je vais te dire laquelle que je préfère. Excellent. Sergeline, si tu veux continuer sur ta plus belle réussite, puis tu peux aussi répondre à la question de Mylène là, qui comment est-ce qu'on peut être de meilleurs collègues, de meilleurs alliés? Moi, en termes de réussite, je pense que ma plus belle réussite, c'est, mis à part toutes les études que j'ai réussi à terminer et ma carrière en tant qu'éducatrice spécialisée, c'est vraiment le fait de pouvoir redonner au travers de l'organisme Mon Bras Droit Éduc. Pour moi, c'est un deuxième aspect un peu plus vocationnel de ma carrière. Pour moi, c'est ma plus belle réussite. Pourquoi? Parce que ça me permet de donner au suivant. Ça me permet d'accompagner d'autres étudiants en situation de handicap, un peu plus jeunes, un peu plus expérimentés, à cheminer et à peut-être rencontrer beaucoup moins d'obstacles que moi j'ai rencontrés, les permettre de s'épanouir, de se développer, autant sur le plan personnel que professionnel. Donc, pour moi, présentement, c'est ma plus belle réussite. Donc, la cofondation de l'organisme Mon Bras Droit Éduc, que je présenterai plus tard. Ouais, on va en reparler. Ouais. Oui. Pour répondre à la question de Mylène, comment être, je dirais, un bon accompagnateur collègue, ben,
Premièrement, c'est en laissant à la personne qui est en situation de handicap la place de s'exprimer, de participer, de prendre part pleinement à soit un projet d'équipe ou les travails dans l'accompagnement en tant que tel. Donc, si c'est un étudiant, de lui laisser prendre sa place, d'apprendre à connaître cette personne en tant que personne, puis vraiment de l'écouter, de la laisser s'exprimer, parce que c'est dans le fait de la connaître et dans le fait de l'écouter qu'on sera plus en mesure, qu'on est plus en mesure de savoir comment l'accompagner. C'est sûr que ça équivaut de poser les questions pertinentes, de ne pas deviner à la place de la personne et de laisser la personne prendre sa place. Donc, de ne pas prendre pour acquis, ben, je vais faire ça, je vais faire ça, je vais faire ça, comme ça, tu n'auras pas à le faire. Non, c'est vraiment de laisser la personne prendre sa place. Qu'est-ce qu'elle peut faire? De lui laisser le faire. Puis, si elle a besoin d'aide, ben, de l'écouter dans sa demande et de lui donner, comme je lui disais, exactement l'aide dont elle a besoin selon les capacités, puis d'être ouvert aussi quand on a des limites en tant qu'accompagnateur, de les énoncer de façon à ce que la personne qui est en situation de handicap puisse savoir jusqu'à où elle va recevoir de l'aide, jusqu'à où elle va être accompagnée. Mm-hmm. Excellent. Merci, Sergeline. Rosie? D'éducation, je pense que mes plus grosses réussites, c'est relié à mes stages. Moi, je suis mes stages. Je suis quelqu'un, j'avoue que j'accumule de la confiance en moi en faisant de quoi. Et en ayant un handicap visuel assez sévère, j'ai trouvé ça très, très dur d'avoir des emplois quand j'étais très jeune. Alors, réussir des stages, c'était vraiment important. Et ça m'a vraiment aidé énormément en cherchant du travail. Alors, je peux penser d'une fois où je me rappelle, je voulais faire Special Care Counseling, un programme vraiment aide sociale de 3 ans au DEC. Mm-hmm. Et la personne qui était en charge du programme, j'étais allée pour demander des questions. Et en effet, elle m'a dit, mais avec ta vision, je ne pense pas que c'est une bonne idée que tu prends ce programme-là. Ce serait vraiment dur de faire les stages et de comment tu vas trouver un emploi. Et 10 ans, 15 ans plus tard, mais j'ai fait beaucoup de ces choses-là. Alors, pour moi, les stages étaient vraiment une opportunité de voir qu'est-ce que je pouvais faire, comment faire des choses différemment, comment apprendre. Et ça me permet après ça, mettre cette expérience-là vers le travail. En termes d'être alliée, je dirais que, je suis en accord avec Julie et Sergeline. Je dirais de faire la personne expériencer comme vraiment le plus qu'elle peut faire de quoi. Parce que si elle s'attend toujours d'avoir... Je m'exprime pas bien, excusez. Tu peux y aller en anglais. Non, mais c'est juste... je dirais, j'essaie de faire une courte réponse. Vraiment, tout qu'elle peut faire seule ou avec de l'aide, donne-lui cette opportunité-là. Peut-être elle aura besoin, comme moi, d'apprendre comment demander pour de l'aide, ou peut-être elle aura besoin d'apprendre comment faire des choses seule. Alors, on est tous différents. Alors, juste demander comment est-ce que je peux t'aider, ça serait vraiment utile. Merci. Excellent. Très bonne question, Mylène, en passant. Puis merci aux panélistes d'y avoir répondu. Donc, comme je vais me répéter, là, mais si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas, les participants. Donc, dans le vif du sujet, qu'est-ce qu'on a appris de la pandémie? On a parlé beaucoup de ressources. Donc, est-ce que vous avez observé des changements de technologie, de pédagogie, d'utilisation de ressources? Ben, je peux y aller. Oui, vas-y, Sergeline. Excusez-moi. Avais-tu terminé la question? Non, vas-y, c'est bon. Oui, j'avais fini. OK. Donc, moi, ce que j'ai constaté avec la pandémie, au niveau des technologies, c'est sûr que les cours étaient sur Zoom. Pour nous, à l'UQAM, c'était sur Zoom. Moi, ce que ça a permis, c'est que quand il y avait des partages d'écran, c'était beaucoup plus accessible pour moi. Donc,
avec un HDMI, je branchais mon ordi à ma télé et je pouvais m'approcher comme je voulais, prendre le temps de voir et tout. C'est sûr que dans un partage d'écran encore là, vu que ça prend quand même plus de temps la lecture, les slides pouvaient passer un peu vite avant que j'aie le temps de terminer de les lire. Mais je suis tellement rendu habitué que c'était même plus un dérangement. Moi, juste le fait de pouvoir avoir l'image, de m'approcher de l'image comme je voulais, puis de pouvoir lire en gros, en diagonale, c'était déjà une grande joie. Deuxièmement, le fait d'être chez soi, on était dans le confort de son équipement. Moi, j'utilise une télévisionneuse, comme je dis, un autre écran, donc j'avais tout ça à ma disposition. Ce qui a fait que j'ai pu, durant la pandémie, participer beaucoup plus en classe, me préparer beaucoup mieux avant les cours, être beaucoup plus loquace, poser les questions et tout. Donc, je trouve que pour moi, en tout cas, la pandémie, la façon que les cours étaient, ça m'avantageait. J'ai beaucoup plus aimé ça que d'être en présentiel. Est-ce qu'il y a des choses que tu as été capable de transférer? Là? Tu disais, j'avais une télé à côté de moi. Bon, c'est sûr, je te vois mal en train de trimballer ta télé pour aller dans le cours de... Mais est-ce qu'il y a des choses que tu as pu transférer? Parce que là, j'imagine que tu es revenu en présentiel. Est-ce qu'il y a des choses que tu as pu transférer? Transférer comme amener de la façon en ligne à la façon présentielle? Exact, oui. Je ne comprends pas ce que tu veux dire par transférer. Au fond, là, c'est les adaptations ou les apprentissages que tu as faits. Tu disais, bon, j'utilise ma liseuse à la maison, j'utilise ma télé. Est-ce que c'est des choses que tu pourrais peut-être arriver puis amener en présentiel ou tenter de développer, je ne sais pas moi, avec un iPad ou je m'y connais pas, là, mais... J'ai rien pu transférer parce que c'est sûr que ma télévisionneuse, je ne peux pas la transporter. Okay. Il y en a une que je peux transporter, mais c'est quand même lourd. Puis je ne peux pas amener ma télévision en classe. Donc non, je suis retournée à l'ère primitive du présentiel, si je peux dire ça ainsi. Ouais, je suis retournée dans la même galère du passé, de l'avant-pandémie. Oui, on a Ariane qui fait un petit bonhomme avec qui pleure. Donc, je pense qu'elle te comprend. Merci, Sergeline. Julie? Est-ce que la question, c'est vraiment comme de comparer avant la pandémie puis après la pandémie ou vraiment pendant la pandémie? Pendant la pandémie, au fond, c'est en gros, là, qu'est-ce que la pandémie nous a... Est-ce que tu as vu des changements? Est-ce que toi, tu as utilisé des nouvelles ressources? Y a-t-il des nouvelles pédagogies de tes enseignants, professeurs? Je trouvais un peu comme Sergeline pour le premier aspect que oui, le professeur mettait par exemple les images. Moi, quand je voyais les PowerPoint en même temps, ça m'aidait parce que c'était pas quelque chose que j'avais l'habitude. Avant, je faisais juste écouter. Donc là, c'était quand même un changement spécial. Pour moi, c'était un peu déstabilisant en même temps, mais c'était agréable. Par contre, je trouve que la matière était moins dense, puis aussi la concentration. Moi, j'ai de la difficulté à rester longtemps à un ordinateur, fixé à un ordinateur. Donc, j'ai la préférence comme en présentiel, mais pendant la pandémie, ce que j'ai trouvé, c'est que les professeurs étaient un peu plus rapides à nous donner les textes, puis aussi les PowerPoint. Donc, ça, c'était un point positif. Puis aussi à nous répondre par courriel parce que c'est ça, avant, ça pouvait prendre plus de temps. À part ça, je trouve que c'était un peu difficile parce qu'on n'avait pas accès, par exemple, au local pour handicapés dans certaines périodes, là. OK, ouais. Puis c'est ça, dans la bibliothèque de l'UQAM, par exemple. Puis moi, j'aimais ça parce que comme ça, j'arrivais puis je pouvais étudier avec une télévisionneuse et tout ça. Donc, ça, j'ai pas aimé ça. À part ça, qu'est-ce que j'ai pas aimé? C'est la relation avec les professeurs était différente. On pourra en parler un peu plus tard. Je sais pas si c'est une question, je pense que oui. Mais je pense, ouais, si on a donc le temps, je pourrais en parler plus tard. Ouais, si on a le temps. Okay. Oui. Parfait. Voilà. Merci. Rosie?
j'avoue que je suis un peu, pour moi, c'était toute une très bonne chose. Beaucoup, qu'est-ce que Serge a dit. Alors, je suis complètement d'accord avec ça. Je vais mentionner aussi l'aspect autre que juste les études. Pour la première fois dans ma vie, je connaissais comme la majorité, une bonne partie des étudiants qui étaient dans ma classe. Donc, je savais leur nom, je savais leur visage un peu plus. J'ai pu communiquer avec eux en texte parce que je les voyais. En classe, là, je suis comme seule. Je n'ai pas la même chose. Je connais pas les personnes. Alors, au moins, quelqu'un vient me voir plusieurs fois pour me dire « Ah, bonjour, je suis telle personne ». Je ne fais pas des contacts. Alors, c'est super parce que même maintenant, quand j'ai retourné en cours, des fois, ou en stage, ils sont comme « Ah, aussi, Alors, ça commence les conversations. Alors, ça, c'était vraiment un aspect fantastique. Et si j'ai fait une maîtrise, que je pense faire, probablement, je vais le faire sur Internet parce que c'est vraiment très, très avantageux pour moi. Ben d'ailleurs, sur ton point, Rosie, Ariane qui fait un commentaire, là, elle dit, ça pourrait être pertinent que les universités développent des cursus en hybride, et en présentiel et à distance. J'aime beaucoup l'aspect de créer des relations. C'est vrai que c'est beaucoup plus facile de créer des relations quand on est à distance qu'en présentiel. Ça, il n'y a pas de fait. Il n'y a pas de... C'est un fait. Là. Donc, très bon point. La prochaine question, ça va être... que j'aimerais... Est-ce que je peux rajouter juste un petit point? Oui, certainement. Au niveau, justement, du service de soutien aux étudiants en situation de handicap, j'ai trouvé que c'était plus difficile durant la pandémie. C'est sûr que d'habitude, quand on va chercher nos accompagnateurs, là, on essaie le plus que possible on le fait physiquement. Et là, c'était beaucoup plus difficile d'adresser quiconque par rapport à ça. Moi, je dois admettre que pendant la pandémie, je n'ai pas beaucoup utilisé d'accompagnateur à mon détriment parce que j'y avais pas accès. Ça, c'est une chose. Puis au niveau de la technologie aussi, les exposés oraux, c'était très difficile via Zoom avec le logiciel ZoomText que j'utilise pour élargir l'écran. Je peux littéralement dire que ça s'est mal passé. Là. OK. Excellent. Merci. Donc, la prochaine question, ça va être une question qui va être plus orientée vers Rosie. Donc, est-ce que les technologies d'assistance qui sont souvent coûteuses, on a parlé de Zoom, on a parlé de ZoomText, comment tu appelais ça? TextZoom, ZoomText, Sergeline? ZoomText, c'est le logiciel élargisseur d'écran. OK. Et on sait que généralement, pas généralement, mais souvent, ces technologies-là sont coûteuses. Donc, est-ce qu'il y aurait des alternatives? Est-ce qu'on peut les remplacer par des technologies qui sont gratuites? Là, je pense à des extensions dans Chrome, par exemple. Puis, je sais que tu nous as préparé une petite présentation, Rosie. Donc, Oui, donnez-moi juste un instant pour partager l'écran. En gros, c'est que le timing était fantastique. On donne cette présentation-là à une conférence la semaine prochaine. Est-ce que vous voyez mon écran? Oui. Donc, pourquoi ça marche pas? Un instant. J'aimerais bien... Petit problème technique. Je vais commencer à parler et je vais essayer ça parce que mon écran est en train de bugger comme je suis. Comme c'est élargi, parce que ce n'est pas élargi. OK. Est-ce qu'on peut peut-être revenir à cette question? Est-ce que c'est possible? Parce que mon ordinateur est en train de... Ah oui, certainement. Certainement. Donc, je vais revenir, au fond, je vais faire un retour en arrière. On a parlé des obstacles, puis là, on a parlé des ressources, mais je voulais savoir, est-ce qu'il y aurait des ressources, justement, qui pourraient faciliter l'inclusion d'une personne qui a une déficience visuelle? Puis, je vais parler d'un cas réel. Je faisais une table de concertation avec l'université, puis on concertait les étudiants qui étaient en situation de handicap.
Puis l'étudiante, elle en était à sa première session à l'université, puis elle était complètement non-voyante. Fait que là, je lui ai demandé la question, j'ai dit, comment tu fais pour te promener dans les pavillons? Tu sais, juste question physique, là, comment tu fais pour te déplacer dans les pavillons? Bien, elle me dit, ben, tu sais, j'ai aucun repère au début, c'est sûr, mais après ça, bon, je développe mes repères, puis ça prend du temps. Mais là, on était à la première session au mois d'octobre. Fait que là, je lui ai posé la question, est-ce que tu sais sont où les toilettes? Elle m'a dit non. Puis on était au mois d'octobre, on était dans un nouveau pavillon, puis tu sais, aussi banal que sont où les toilettes, elle ne pouvait même pas me répondre. Fait qu'il y aurait-tu des ressources sur le marché qui existent ou est-ce que vous avez utilisé des ressources ou pensé à des ressources justement qui pourraient faciliter ce genre de situation-là? Je peux y aller. Moi, par exemple, à l'UDM, j'avais eu recours au père aidant. Ça m'avait vraiment aidé à m'inclure dans la communauté puis à bien connaître le campus parce que c'est quand même grand, l'UDM. Donc, oui, ça m'a vraiment aidé, moi, je trouve. Puis aussi d'aller voir les personnes des associations étudiantes dans laquelle que tu es. Bien là, tu peux tisser des liens puis vraiment t'intégrer à la communauté étudiante. Parce que comme ça, tu peux après vraiment des gens qui vont comme pouvoir t'aider après. Tu n'auras pas à tout le temps aller les chercher. Les gens, tu vas savoir, tu vas avoir des points de repère importants. Moi, j'avais toujours mes points de repère. Puis, c'est ça. Donc, je conseille simplement d'aller voir l'association étudiante ou les pères aidants. Puis, c'est ça. Voilà. Est-ce que tu sais si c'est toutes les universités qui ont... Ben, les associations, oui, là, mais c'est pas toutes les universités, j'imagine, qui ont... Non, vraiment pas. Les pères aidants, il y en a... Moi, j'en ai pas connu à l'université à l'UQAM. J'en ai connu juste à l'UDM. Puis, il y a juste... En fait, à l'UQAM, ce qu'il y avait, c'était une association des personnes handicapées qui aidait vraiment juste les personnes en situation de handicap. OK. Mais il s'est dissous un peu parce qu'il n'y avait pas assez de monde. Mais moi, je pense qu'il devrait renaître de ses cendres parce que c'était très utile pour justement orienter les étudiants puis y intégrer. C'était un peu des pères aidants aussi. Donc, c'est ça. Moi, c'est vraiment mon expérience à l'UDM qui m'a beaucoup aidée. OK. Voilà. Excellent. Sergeline? Moi, au niveau des services à l'intégration, il y a beaucoup de choses que j'ai découvert par moi-même. Je peux dire que la base, oui, m'a été expliquée par les services de soutien, mais c'était vraiment, bon, tu as le droit à ci, tu as le droit à ça, et tout le reste, c'était à découvrir. Mon réseau familial a été vraiment ma plus grande ressource. Mon frère, ma sœur, vu qu'ils étaient étudiants à l'UQAM aussi, c'est vraiment sur eux que j'ai compté pour mon intégration. Maintenant, je sais qu'avec le ministère de l'Éducation, il y a la possibilité d'avoir des contrats pour avoir un accompagnateur physique. Ce qui peut aider, encore là, c'est des démarches qui sont faites à partir du service de soutien, des personnes qu'il faut trouver soi-même, donc c'est difficile. Mais en ce qui a trait à moi, là, mon expérience personnelle, c'est vraiment ma famille. Mon réseau familial a été vraiment mon plus grand soutien. Je suis consciente maintenant que ce n'est pas tout le monde qui a accès à un tel réseau familial de 3 personnes dans la même famille qui étudient à la même université. Mais je sais que l'INLB offre des services, là je parle strictement pour la déficience visuelle, pour la reconnaissance pour l'accompagnateur académique en début de parcours dans une nouvelle institution. Je n'ai jamais fait affaire avec ce service-là, mais je sais que c'est disponible. Mais en ce qui a trait à l'institution elle-même, j'ai seulement étudié à l'UQAM. Je n'ai pas reçu beaucoup d'aide physique. Là, Est-ce que je peux rajouter quelque chose à ce que tu dis, Sergeline? Oui. Moi, je trouve que la famille, comme tu dis, c'est un aspect vraiment important, là. S'il y a des gens qui nous écoutent, moi aussi, j'ai omis de dire la même chose que Sergeline. J'ai eu ma famille qui m'a soutenue tout le long de mon parcours. Je pense qu'il ne faut pas avoir de gêne à demander de l'aide parce que ils sont là pour nous accepter comme on est aussi.
Puis aussi, ça peut nous aider à accepter comme notre situation, peu importe c'est quoi votre situation. Puis aussi, je voulais dire que moi, j'ai utilisé la mobilité, le service de mobilité à l'INLB. Donc, s'il y a des personnes non-voyantes complètes ou qui sont en perte de vision ou de demi-voyantes, je les encourage à l'utiliser si ils sentent le besoin, s'il n'y a personne autour d'eux, qui n'ont pas de famille, qui peuvent les soutenir, aller voir cette personne ressource. C'est ça. Je voulais juste rajouter ça. Non, c'est Voilà. parfait. D'ailleurs, Sergeline, pour un peu pallier à cette problématique-là, je pense que qu'est-ce que tu es en train de développer, ça pourrait améliorer la situation pour certaines élèves et étudiantes. Tu veux nous parler de ton beau projet que tu es en train de développer? Oui, en fait, c'est ça. C'est l'OBNL Mon Bras Droit EDUC. Et l'objectif de Mon Bras Droit EDUC, c'est de mettre en contact des accompagnateurs et des étudiants en situation de handicap de façon à ce qu'ils puissent justement ne pas avoir cette charge de trouver ces personnes-là elles-mêmes. Donc, en fait, le ministère de l'Éducation et des Études supérieures subventionne, donc émet des contrats pour payer ces personnes-là. Toutefois, ce n'est pas dans toutes les universités qu'on met les étudiants en contact. Donc, c'est la plateforme qu'on voit présentement. L'étudiant qui est en rodage, là, elle n'est pas complète. L'étudiant peut remplir un profil. Les personnes qui veulent être accompagnatrices remplissent un profil et ils peuvent se magasiner mutuellement. Présentement, ce qu'on nous recommande de faire, c'est d'aller devant nos classes, de faire connaître notre situation, nos besoins. Et c'est pas tout, c'est pas agréable. Ça peut être difficile, j'imagine. Exactement, qui est dans une situation de vulnérabilité, qui veut s'exposer comme ça. Donc, moi, il y a certaines sessions où j'ai dû prendre mon courage à deux mains pour le faire, là. Mais la plupart du temps, comme je dis, c'était mon réseau familial, c'était mon frère, ma soeur, mes soeurs qui étaient mes lecteurs, mes lectrices, mes accompagnateurs académiques, mes accompagnateurs physiques et même mes preneurs de notes, parce que de se présenter devant une classe, puis de commencer à déballer des informations confidentielles sur son diagnostic et tout, c'est pas quelque chose qu'on aime faire. Et même quelqu'un qui n'a pas d'handicap, c'est pas quelque chose qu'elle aime faire particulièrement. Donc, avec cette plateforme, ça peut se faire en toute confidentialité. Et les personnes qui s'inscrivent en tant qu'accompagnateurs sont désireuses d'accompagner. Donc, on ne frappe pas des portes fermées. Non, ça ne me tente pas, je n'ai pas le temps de cette session. Et ce qu'on voudrait faire aussi, c'est de former autant les étudiants en situation de handicap par rapport à leur parcours universitaire et les accompagnateurs. Donc, souvent, ce qui arrive aussi quand on a un accompagnateur, c'est que la personne en début de parcours, elle ne réalise pas la charge du travail qu'elle a à faire. Et ça, ce que ça peut faire, c'est que ça peut rendre la tâche plus lourde pour l'accompagnateur, tandis qu'elle n'est pas obligée d'être aussi lourde, etc. Il y a des techniques, des façons qu'on peut utiliser pour rendre l'accompagnement très agréable. Donc, la personne accompagnatrice peut être formée pour accompagner adéquatement l'étudiant. Souvent, quand l'accompagnateur, si c'est un autre étudiant, surtout se trouve submergé par sa propre session, bien, ce qui arrive souvent, c'est qu'elle laisse tomber l'étudiant en situation de handicap. Et rendu à la mi-session, de se rechercher un autre accompagnateur, je peux dire que c'est quasi impossible. Souvent, l'étudiant va préférer continuer seul ou accepter un service qui n'est pas adéquat. Donc, cette plateforme, c'est vraiment l'objectif, c'est d'alléger les épaules des étudiants en situation de handicap pour les retirer la tâche d'avoir à recruter, d'avoir à gérer sans connaître nécessairement c'est quoi recruter, c'est quoi gérer son personnel, c'est quoi être un étudiant en situation de handicap au postsecondaire, c'est quoi les défis du postsecondaire, c'est quoi les ressources qui lui sont disponibles. C'est tous ces besoins-là que Mon Bras Droit EDUC veut combler, sans oublier le fait de faire la promotion pour la persévérance scolaire. On veut vraiment encourager les étudiants en situation de handicap à continuer au postsecondaire
au cégep, à l'université, aux professionnels, si c'est leur objectif, mais à continuer parce que souvent, c'est très facile d'être découragé, c'est très facile de lâcher. Ouais. Et on Ben, sait que si tu me permets, Sergeline, oui. Ça me fait penser au message que Julie nous disait en début de son plus beau succès, c'était justement de prendre confiance en elle, puis de prendre son courage à deux mains, d'aller parler à ses collègues, d'aller parler à l'enseignant. Fait que, c'est vraiment bien ce projet-là. D'ailleurs, si tu me permets, Sergeline, je pense que Ariane voudrait partager un petit peu son expérience. Il reste juste 9 minutes. Mais oui, vas-y, Ariane, s'il te plaît, c'est très pertinent. Oui, bonjour. En fait, je vais partager mon expérience parce qu'en fait, ma déficience à moi est un peu différente, fait que ça va donner un autre champ de vision un peu. Comme je l'ai dit tout à l'heure, moi, j'ai une paralysie cérébrale de naissance. Ce que ça fait, c'est que tout est plus énergivore, en fait, pour moi. Tout est plus fatigant. Puis comme je crois que c'est quand même assez fréquent avec ce type d'handicap-là, les problèmes d'épuisement, donc de dépression, tout ça, et d'anxiété peuvent embarquer plus tard dans la vie, surtout si on n'est pas au courant des services de transport, comme ça a été mon cas, de transport adapté. J'ai dû frapper un mur avec une grosse dépression pour avoir l'information et m'y inscrire. Donc, c'est ça, je voulais partager, moi, comment mon bras droit éduque m'a beaucoup aidé. Premièrement, en trouvant un accompagnateur qui était adapté à mes besoins. En plus, sa formation à lui était dans les mêmes cordes que moi en littérature. Mais ça a été intéressant aussi parce que, comme beaucoup l'ont partagé dans les panélistes, de pouvoir exprimer ses véritables besoins sans jugement. Donc, moi, oui, j'ai un handicap, mais l'handicap en premier que ça me donne au niveau des études, c'est au point de vue de l'anxiété. Donc, mon accompagnateur est capable d'être présent dans ces moments-là. Donc, à brûle pour point, parfois, quand je suis à 3 jours de la remise de mon travail ou même à quelques heures, comme il est au courant que c'est quelque chose qui risque d'arriver, il est disponible dans ces moments-là pour juste m'aider à aligner mes idées. Donc, ça a été vraiment une aide, je dirais, incommensurable. J'ai une bonne réussite scolaire depuis que j'ai accès à ce service-là. Puis, comme ça a été dit, ça aide beaucoup parce que, justement, c'est des personnes qui sont formées à ce que leur aide, à ce qu'on attend d'eux, en fait, puis aux différentes facettes de ce qu'un handicap peut amener comme défi. Fait que voilà, je voulais partager ça. Moi, c'est un service que j'apprécie beaucoup. Excellent. Ben, félicitations pour ta réussite scolaire. Bravo. Donc, il ne reste que 7 minutes. Finalement, on aurait dû planifier la réunion pour 1h30. Mais Rosée, est-ce qu'on revient à la question est-ce que tu es... Oui, sauf que maintenant, je peux plus partager mon écran. Je suis désolée, mon ordinateur a arrêté de me répondre, alors j'ai dû complètement redémarrer. Voilà. Alright, on va espérer que tout va bien. Et on va essayer. C'est sûr que je ne peux pas faire tout. Bon, c'est le F5 qui aime pas. OK. C'est sûr que je ne peux pas tout faire, mais je veux juste dire que on sait qu'il y a différentes raisons que des gens en situation de handicap, particulièrement les étudiants, n'utilisent pas de technologie adaptée, particulièrement le coût. Non, excusez, je suis supposée de faire ça en anglais. Sorry, we'll start over. I apologize. I was supposed to do this in English because we have English slides. Gilda, are we good? Can I go? Si vous avez besoin de traduction, changez l'interprétation pour le français. Okay. Je peux commencer? I can start? Okay, so starting over. So Adaptix is looking into the different ways that assistive technology could be done differently, whether Chrome extensions can be differently. And the reason for this, it's driving me crazy that I cannot bring this in full view. But anyhow, so the reason for this is because we know that lack of training, fear of stigma and standing out, and cost are reasons that many students with disabilities do not use assistive technology. So we looked into Chrome extensions. Pardon me.
we looked into Chrome extensions, and basically Chrome extensions are little itty bitty or larger pieces of technology that are attached to your Chrome browser that will either change the way your browser works or attach a specific feature on it, another service, like, for instance, Grammarly. So I'm going to just go to the very end because of time. So, so there are Chrome extensions. Okay, so there are Chrome extensions that are for reading, writing, note-taking, productivity, and then there are some that are more disability-specific, such as for hearing or captions, for instance. So there are a lot of them. Here's what our thoughts are, my thoughts are, in terms of having tested many of them who I think could or could not benefit from these technologies. So the advantage to using Chrome extensions is that people who are hesitant to use assistive technology because of price or because of standing out could benefit, because these technologies are often made for mainstream consumption. So it's not reliant on having a disability. It's not reliant on having a diagnosis or getting funding or getting training. Anybody can access them, and they're not, in general, they're not cost prohibitive. So obviously, like, that depends on your budget, but there are free options that they're limited, but they're there. So I will say that they are the advantage. Sorry, so those who would want to consider them either have to have a little bit of experience using technology, or just not be afraid of trying different ones and seeing what works and what doesn't, and not get flustered by that process. So in terms of those who might not want to consider using Chrome extensions for assistive technology, it's somebody who is already using a program that works and who doesn't want to look into something else because they already have what works for them. Somebody that has kind of more complicated or complex needs. So you have, for instance, a literacy tool and you're using multiple different things in that tool. It is possible to find comprehensive extensions or different extensions for different tools, different things, but it could be a bit more complicated. If you want one-on-one training from, let's say, your university office, then you probably are going to be more, pushed towards something else that's more comprehensive. If you're anxious about using technology, or if you're using a screen reader. So in theory, these extensions could be made accessible, but we're not there yet, and there's not really anything about that yet. So this is, even though they've been around for almost a decade, this is kind of new and not really spoken about. So there's a lot of options out there. There's a lot you can do with them, but it needs some testing, some trying, and AdaptTech is working on that. We have our free and cheap, we have Fandy, which is basically a download section that allows you to kind of look into options that are more affordable. And so that's a project we're doing, is testing a whole bunch of them so that nobody has to do all this testing. So that's in progress. So that was the very Cliff Notes version, I hope in 5 minutes or less, about what is a browser extension, a Chrome extension, and whether or not they could be useful as assistive technology devices or assistive technology. Merci, Rosie. D'ailleurs, s'il y a des gens, tu disais là, que s'il y a des gens qui veulent justement tester AdaptTech, on fait une liste, si j'ai bien compris, c'est ça? On fait une liste d'extensions? On est en train de faire ça. C'est vraiment un projet de long terme. Mm-hmm. Alors, présentement, on en a environ 40 à 50 qui sont
tester et on est en train de voir c'est quoi vraiment les meilleurs pour que et donc, tu n'as pas besoin de tester, disons 10 différentes extensions qui disent tous qui aident à lire l'écran. Par exemple, pas lire l'écran, mais lire du texte sur l'écran. Parce qu'il y en a beaucoup, beaucoup, beaucoup qui disent qu'ils font la même chose. Alors, on est en train de voir comment nous, on puisse vraiment donner l'information et faire des recommandations pour que les étudiants n'ont pas besoin de faire tout ce travail-là. Mais c'est à venir, c'est en train d'être développé. Excellent. Super intéressant. Écoutez, il est déjà 1 heure. C'était prévu pour 1 heure, donc je vais remercier les panélistes, les participants. Si vous avez des petites questions là, très rapides avant de terminer, ce serait le moment. Sinon, je vous remercie encore une fois d'être avec nous aujourd'hui. Merci aux interprètes, aux captioners et à Needs, donc Carly et Alan. Thanks a lot. Always, c'est toujours apprécié. Donc, Carly, OK, excuse-moi. Donc, I do if there's time, just really quickly. Sorry. Needs general meeting is coming up on the 27th. It will be a bilingual conference. It's from the 27th from 1 p.m. to 4:30. We're featuring discussions from, on-campus disabled student leaders, as well as our staff and some board members and community partners, including ACIPS. So definitely worth showing up. Thank you. Merci. D'ailleurs, ça me fait penser, la CAPS vient de lancer son programme de bourse. Donc, si vous êtes étudiant et que vous êtes en situation de handicap, toutes les situations de handicap, donc émergents, visibles, physiques, invisibles, vous êtes éligible. Donc, vous pouvez aller voir sur notre site web. Là, ma collègue Gilda a partagé le lien. Donc, très pertinent pour les étudiants en situation de handicap. Sinon, comme je disais, merci à tout le monde d'être venu. Je pense que c'était c'était très pertinent là, de voir vos commentaires, vos histoires, vos réussites. Donc, merci beaucoup. Merci à vous. Merci à vous. Thank you, everyone. Oui, puis je voudrais juste laisser l'adresse de mon bras droit, oui. Edgic. Ah, ben, j'ai donné mis dans le... Ah, OK, dans le chat. Dans le chat, donc, si vous avez des questions aussi, vous pouvez les poser sur le site. On va pouvoir vous répondre à la page Facebook aussi. mbde.ca. Caroline qui nous dit merci. Merci d'être venue, Caroline. Puis bonne chance à tout le monde dans votre parcours. Je vous souhaite une bonne réussite. Ariane qui fait un petit cœur. Julie et Sergeline et Rosie, vous pouvez rester.